Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à la filière éolienne. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre de l'animation régionale du programme Générateur, et donc en partenariat entre Brezalec, que je représente, les membres du pôle énergie Bretagne, donc les SDE, Brest Métropole, et nos partenaires techniques associés, Atlansun, France Renouvelable, que je remercie particulièrement pour la préparation et l'animation de ce webinaire, et Taranis, donc pour les énergies citoyennes. Donc, juste un petit point sur l'organisation du webinaire. Donc, comme vous avez peut-être vu, vous avez reçu une notification, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner et il sera partagé suite au webinaire sur la chaîne YouTube de Brezalec. On a laissé les caméras ouvertes et au niveau des micros, s'il y a des prises de parole, on pourra réguler au moment des questions-réponses. Donc voilà, pour les questions-réponses, il y a l'outil Q et R qui peut être sollicité, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis on a un temps qui est prévu à la fin pour passer en revue et avoir un temps de discussion avec les intervenants. Et voilà, si on peut aussi, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir. Donc le webinaire s'inscrit dans un programme et dans un cycle de 5 rendez-vous qui vont nous mener jusqu'à la fin d'année. On a vu il y a 2 semaines le premier webinaire, donc c'était sur la présentation globale du réseau générateur. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une phase plus de présentation à la fois des filières et laisser la parole plus aux porteurs de projets pour les retours d'expérience. Euh, donc voilà. Et au programme de la matinée, je vais revenir très rapidement sur ce que c'est que le réseau des générateurs, faire quelques rappels sur ce qui a été dit il y a 2 semaines. Et je laisserai la parole à Antoine Venel et Jérémy Bouchès de France Renouvelable, donc ex-France Énergie Éolienne, qui nous en diront plus sur la filière éolienne, donc les objectifs, les enjeux et la place dans le mix énergétique. On essaiera aussi de passer en revue quelques idées reçues sur l'éolien et surtout, on ne pourra pas aller dans tous les détails, mais vous donner quelques ressources pour creuser le sujet. Et bien sûr, on restera disponible et vous aurez nos contacts si vous voulez approfondir et poser vos questions suite à ce webinaire. Donc pour commencer, quelques rappels sur le réseau générateur. Donc c'est un programme national qui a été lancé par l'ADEME en 2022 et qui se déploie au niveau des régions. Donc aujourd'hui, il y a 9 régions françaises qui disposent de ce service, et la Guyane et la Réunion également. Opérationnellement en Bretagne, ça se traduit par le financement de conseillers et conseillères dans les syndicats départementaux d'énergie et à Brest Métropole pour apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités en matière d'éolien et de photovoltaïque. L'idée, c'est de pouvoir apporter un éclairage aux phases d'émergence des projets en fonction des ambitions locales, d'accompagner la collectivité et les élus à se positionner sur ces projets, de voir comment ils peuvent et ils veulent s'impliquer. De manière régionale aussi, plus stratégique, c'est aussi l'occasion de créer une dynamique entre partenaires institutionnels et plus experts sur la transition énergétique et le développement de l'éolien et du photovoltaïque. Et au niveau national, c'est de capitaliser et de faire vivre un réseau qui est animé aujourd'hui par Espul et Amorce et faire remonter voilà, des données, capitaliser de l'expertise et de l'ingénierie. Et donc en Bretagne, il y a 8 structures qui sont autour de table. Donc Brezalec pour la coordination, l'animation régionale, les membres du PE Brez, donc les SDE Brest Métropole pour le conseil et l'animation locale,
Atlansun, France Renouvelable et Taranis en partenaires experts. Et donc le tout financé par l'ADEME, la région, et France Renouvelable qui apporte son aide aussi à Brezalec. Donc voilà la carte des conseillers et conseillères qui sont déployés en Bretagne. Vous aurez les supports, donc je vais passer assez vite là-dessus. Et pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler donc de la filière éolienne. En guise d'introduction, aujourd'hui on n'est pas là pour débattre de savoir est-ce qu'il faut de l'éolien dans le mix énergétique. La réponse est oui. Et pour cela, on s'appuie sur différents travaux qui ont pu être menés par plusieurs organismes. Si on prend par exemple l'ADEME, RTE ou Negawatt, les différents scénarios qu'ils ont pu mettre sur pied ont des points de divergence, mais aussi plusieurs points de convergence, euh, entre autres la sobriété, l'électrification des usages, la diminution de la part du nucléaire qui engendre le développement massif des énergies renouvelables. Et dans tous les scénarios, même les plus nucléarisés, l'augmentation des capacités éoliennes fait partie de l'équation. Et donc voilà, on va essayer aujourd'hui de comprendre un peu comment cette filière s'organise, quels sont les enjeux. Et pour ça, je laisse la parole à Antoine et Jérémy, que je remercie pour leur intervention. Merci beaucoup, Julien, pour l'intro. Donc, tout d'abord, pour commencer, quelques mots sur qui nous sommes. Donc, France Renouvelable, anciennement France Énergie Éolienne. Donc, on est une association qui regroupe la majorité des acteurs de la filière, hein, plus de 350 membres, qui représentent aussi plus de 90% des turbines qui ont été construites sur le territoire français et qui en exploitent plus de 85%. Donc, au niveau de l'organisation de France Renouvelable, il y a une équipe de permanents qui à la fois va avoir une expertise et des échanges sur tous les volets techniques, juridiques, etc. Et puis en région, on a aussi des groupes régionaux, donc ici le groupe régional Bretagne, qui est composé également de délégués régionaux et délégués régionaux adjoints. Donc, où nous, on a un temps qui est alloué justement à cette animation de la filière et on est aussi chacun en poste dans des entreprises de la filière. Voilà. Tu peux avancer si tu veux. N'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Quelques mots un peu, mais brièvement sur l'introduction. Donc, de quoi parle-t-on? Une éolienne, c'est alors je pense que tout le monde en a vu dans le paysage, hein, mais c'est juste pour positionner quelques termes, que ce soit clair pour tout le monde. Donc on va avoir différentes parties. On a le mât et puis ensuite ce qu'on appelle le rotor. Donc le rotor, il va être constitué des pales et du moyeu. Et la nacelle où se trouve le générateur. Donc l'éolienne, comme je pense tout le monde le sait, hein, on utilise la force du vent pour produire de l'électricité. Voilà, pareil, c'était une rapide introduction, tu peux avancer. Quelques chiffres à l'échelle nationale. Donc, à la fois sur les capacités installées et la quantité d'électricité produite. Donc, aujourd'hui, on est à un peu plus de 21 gigawatts installés. En 2022, 38 TWh d'électricité produite. Donc, ça représentait 9% environ de la production électrique française. On a aussi des actualités ces derniers mois, on va dire, avec la concrétisation des premiers parcs en mer. Alors, le parc de Saint-Nazaire qui est en service et puis le parc de Saint-Brieuc dont le chantier se poursuit. Sur le volet de l'emploi, donc l'éolien, c'est le premier employeur du secteur des énergies renouvelables électriques en France et ça représente un peu plus de 28 000 emplois à l'échelle nationale. Sur le volet économique, sur les derniers appels d'offres, hein, puisque aujourd'hui on est sur un système où les projets éoliens vont candidater en appel d'offres et proposer un tarif. On est sur un prix moyen d'environ 76 € du mégawattheure.
Et pour mémoire, hein, précédemment, on était sur un guichet ouvert, donc on était sur successivement 82 euros puis 72 euros du mégawattheure. Voilà, après, c'est aussi lié aux évolutions de marché qui forcément influencent les coûts auxquels on candidate aux appels d'offres. Et un point qui est important à avoir en tête, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, avec ce système d'appel, pardon, avec ce système d'appel d'offres, lorsque le prix du marché est supérieur au prix auquel on a été retenu, on va reverser en fait la différence à l'État. Et donc en 2022 et 2023, l'éolien n'a plus été finalement une charge pour l'État, mais a été générateur de recettes. C'est-à-dire qu'on a rapporté avec également le photovoltaïque, mais l'éolien était quand même majoritaire, plus de 6 milliards d'euros sur 2022 et 2023. Donc c'est une entrée d'argent pour l'État qui a pu aussi contribuer, par exemple, à financer le bouclier tarifaire. Donc c'est quelque chose d'important à avoir en tête, et je pense à communiquer aussi dans le cadre des échanges qu'on peut avoir avec les élus, habitants, etc. Tu peux avancer. Si on fait le zoom sur l'échelle régionale, donc en Bretagne, on a environ 1300 mégawatts éoliens qui sont installés, un peu plus de 1300 emplois, donc c'est au travers d'un peu plus de 200 entreprises qui sont implantées sur le territoire, que ce soit sur les phases d'études et développement, mais jusqu'à la phase exploitation également. Donc on voit aussi que finalement ces emplois qui sont créés, c'est des emplois qui sont diversifiés, qui sont implantés sur le territoire. Et on a également sur cette diapositive la répartition entre les départements bretons. Donc on voit que certains départements sont dotés d'une plus grande puissance installée, donc notamment les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Et viennent ensuite le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Donc où on a quand même en grosso modo un facteur 2 voire plus entre certains départements. Donc ça peut s'expliquer, on pourra en discuter après, mais par rapport aux contraintes qui peuvent exister sur le territoire, notamment. Tu peux avancer. Et donc pour parler maintenant de la place de l'éolien dans le mix énergétique, donc d'abord à l'échelle nationale, puis on pourra également en parler à l'échelle de la région. Donc déjà, un point qui paraît important à rappeler, c'est que quand on parle d'énergie au sens large, on ne parle pas que d'électricité, hein. Donc l'électricité, ça ne représente que aujourd'hui 24% de l'énergie finale qui est consommée en France. Donc, quand on parle de lutte contre le changement climatique et de réduction de l'empreinte carbone, ce qu'on cherche à faire, c'est diminuer la part des énergies fossiles dans notre mix. Et donc, l'éolien s'inscrit dans ce cadre-là. Et si on fait le focus, donc l'énergie globale, hein, c'est le petit schéma que vous avez sur la gauche. Et ensuite, si on fait le focus sur l'électricité, donc qui, encore une fois, représente une partie uniquement de l'énergie, on va avoir la répartition sur le deuxième petit schéma que vous avez au centre de la diapo, où on voit qu'aujourd'hui, le nucléaire a une part prépondérante sur la production électrique en France. On a également l'hydraulique qui a une place importante, et donc l'éolien qui a représenté en 2022 environ 9% de la production électrique, pardon. Et on a sur la carte que vous avez à droite, c'est la répartition des capacités installées, des capacités éoliennes installées en fonction des différentes régions. Donc on voit qu'à l'échelle nationale, c'est dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est qu'on a les plus fortes proportions de capacités installées. Et au niveau de la Bretagne, on se situe, je dirais, dans une moyenne, mais sachant qu'on est sur une région qui est plus petite en termes de surface par rapport à d'autres. Donc voilà. Avec aussi, sur ce qu'on peut dire sur la particularité bretonne, c'est qu'il y a pas mal de parcs qui sont assez anciens, hein, des parcs qui étaient un peu pionniers, on va dire, et qui ont été installés il y a une quinzaine d'années environ, et donc plutôt des éoliennes de petite taille. Et donc voilà, il y a cette question aussi de la transition entre différentes générations d'éoliennes qui est en cours. On peut avancer si tu veux bien, Julien. Et donc sur la place de l'éolien dans le territoire breton, donc là pareil, on zoome à l'échelle régionale. Donc déjà un point qui est important sur l'électricité au sens large, c'est que
en Bretagne, on est très dépendant pour le moment des régions voisines, hein, puisque en 2022, donc ça c'est les données RTE, on a importé 66% de l'électricité qu'on a consommée. On voit sur le petit schéma à gauche la part de consommation, donc c'est la courbe qui est en haut, et ce qui était produit, c'est les barres bleues que vous avez sur la partie basse. Donc on voit qu'il y a un écart vraiment significatif entre les deux, et que forcément il y a aussi un enjeu sur le fait de développer des nouveaux moyens de production en Bretagne pour réduire la part de la dépendance aux régions voisines. Et donc, dans les capacités installées, on a l'éolien qui correspond à la première source de production électrique renouvelable en Bretagne. Vous avez les petits schémas, donc les cercles là, donc celui qui est à gauche, c'est sur les capacités installées, et sur celui qui est à droite, c'est sur la production électrique en 2022. Donc on voit que on a, par rapport aux années précédentes, une des nouveautés qui correspond au fait qu'on ait eu la mise en service de la centrale à gaz de Landivisiau. Donc là, où pour le coup, on est plutôt sur des énergies fossiles et non renouvelables, donc qui représentent 40, fin 2022 41% des capacités installées, et qui a représenté en 2022 50% de la production électrique. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est aussi qu'en 2022, on avait une faible disponibilité du parc nucléaire, donc la centrale à gaz de Landivisiau a finalement été sollicitée plus que prévu. Donc, c'est probablement une part qui va baisser, on peut le souhaiter en tout cas dans les prochaines années. Et donc, pour l'éolien, on a 38% en 2022 des capacités installées et 28% de la production d'électricité. Voilà, donc là aussi, forcément, si on a une plus grosse part d'électricité renouvelable, donc photovoltaïque, éolien notamment, ben, on aura moins besoin de solliciter les régions voisines, et moins besoin aussi de solliciter la production à l'aide de combustibles fossiles. On peut avancer. Je vais vous parler là des différentes contraintes qu'on peut avoir sur le territoire, puisqu'on ne peut pas mettre un parc éolien n'importe où, bien évidemment. Donc là, c'est quelques-unes des contraintes, mais elles sont nombreuses. Donc la première dont j'avais envie de vous parler, c'est celle du recul aux habitations, donc 500 mètres aux habitations, qui est l'obligation minimum réglementaire. Quand on fait cet exercice de faire des cercles de 500 mètres autour de toutes les maisons en Bretagne, il ne reste que environ 4% du territoire. Donc, ce qui veut dire que quand on fait 500 mètres aux habitations, pour le dire autrement, on retire 96% de la surface. Donc, ça ne laisse que 4% où on peut peut-être faire de l'éolien. Et là-dedans, il va falloir encore retirer toutes les zones où il y a une contrainte qui est rédhibitoire. Donc, je pense notamment aux contraintes aéronautiques, que ce soit liées à l'armée ou liées à l'aviation civile. Également, on peut avoir des contraintes rédhibitoires par rapport à des radars Météo France. Et on peut aussi avoir des contraintes techniques, alors là, qui sont pas forcément rédhibitoires, mais qui sont à prendre en compte, bien sûr. Donc, avec des reculs aux routes départementales ou nationales, des reculs aux infrastructures de transport d'électricité ou de gaz. Et puis, on va aussi être amené à regarder quels sont les enjeux écologiques sur chacune des zones. Donc, est-ce qu'il y a des zonages Natura 2000, SNIEF, est-ce qu'il y a des zones humides, etc. Et également paysagères. Donc, est-ce qu'il y a des sites inscrits, des sites classés, des monuments historiques? Est-ce qu'il y a enfin, voilà, un village emblématique tout proche, par exemple? Donc, on va avoir une sorte de démarche un peu en entonnoir comme ça. Ce qui est important à avoir en tête aussi, c'est que certaines contraintes aéronautiques ne vont pas forcément figurer Alors, on peut penser à la plateforme GeoBretagne là, qui répertorie pas mal de contraintes et donc qui ont été regroupées par l'Adréal. Donc, il y a un outil intéressant qui va donner un certain nombre d'indications, mais certaines contraintes ne vont pas forcément figurer. On peut avoir certains couloirs aériens, par exemple, autour de certains aérodromes qui ne figurent pas, ou des zones d'entraînement militaire. Donc, il faut vraiment aller plus loin. Et donc, nous, on travaille souvent avec des préconsultations auprès des services concernés.
Pour donner un exemple concret aussi, là, donc on a en Bretagne plusieurs schémas directeurs des énergies renouvelables qui sont lancés ou en cours, et on voit que voilà, par exemple, certaines contraintes parfois peuvent ne pas être identifiées, donc c'est important aussi pour nous que la filière puisse échanger avec les communautés de communes, avec la région pour voilà, pouvoir nourrir ces schémas. Et on peut aussi avoir des contraintes plus locales, donc avec les documents d'urbanisme, par exemple. Donc voilà, beaucoup de choses à prendre en compte pour déjà identifier des zones et voir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme éventuel projet. Et c'est là où j'interviens. Bonjour à toutes et tous. On a une question sur les contraintes armées et radars, mais on prendra un peu plus de temps pour y répondre après. Antoine nous a brossé, on va dire, les grands ensembles des contraintes et de la politique actuelle. Là, je vais vous faire un petit focus sur les étapes d'un développement de parc. Donc, vous l'avez effectivement, il y a le portail construit par le CEREMA en source de données. Bon, pour le coup, il n'est pas hyper on va dire, facile d'utilisation, je pense. Globalement, aujourd'hui, un développeur éolien, il va prendre l'ensemble des contraintes dont a pu parler Antoine précédemment euh, pour essayer d'identifier une zone potentielle. On travaille essentiellement en entonnoir, donc on va partir de l'échelle régionale, on va descendre à l'échelon départemental, puis au niveau des communautés de communes, puis ensuite au niveau du territoire communal. Au fur et à mesure, en fait, avec l'assemblage de couches de contraintes, on va avoir des secteurs qui vont se révéler potentiellement intéressants ou potentiellement non pour X contraintes. Une fois qu'on a plus ou moins identifié une zone, on va aller vérifier le bâti. Si la donnée bâti, souvent, ce qui peut être utilisé, c'est la donnée des impôts, la donnée foncière qui est disponible. Il y a des bases de données qui sont existantes, mais elle n'est pas, c'est pas toujours juste. Donc, on peut se retrouver avec des zones qui semblent intéressantes, avec la possibilité, au premier abord, de mettre 2, 3, 4 éoliennes. Et finalement, il y a une habitation qui n'avait pas été soit inscrite dans la base de données, soit pas mise au bon endroit. Et on va perdre une partie de la donnée. La vraie contrainte, hein, comme disait Antoine, c'est vraiment la première contrainte structurelle, c'est les 500 mètres aux habitations. À l'échelle, enfin, à niveau de comparaison, sur le territoire français, la moyenne, c'est 20% du territoire qui est ouvert à l'éolien, donc à plus de 500 mètres des habitations. En Bretagne, on est à 4%. Ça permet de voir un petit peu la marge qu'on a en Bretagne sur cette contrainte. Une fois qu'une zone potentielle s'avère assez intéressante, donc, où la première partie de dérisquage a été faite, les élus concernés sont contactés par l'entreprise qui cherche à développer un projet. Euh, et après accord ou validation du conseil municipal, l'idée est d'aller faire une campagne de sécurisation foncière, c'est-à-dire globalement de voir si propriétaires et exploitants des terrains seraient d'accord pour éventuellement abriter une infrastructure liée au parc, donc que ce soit une éolienne, un passage de câble, une piste, un poste de livraison. Voilà. Ça permet, donc, globalement, vous avez une zone intéressante, vous allez voir les élus. Si les élus donnent le go, on va voir les propriétaires et les exploitants. Parfois, on a une majorité de personnes qui ne sont pas pour un projet éolien, donc ça va s'arrêter là puisqu'il n'y aura pas assez de place. Ou inversement, si on juge qu'on a assez de place, on va entamer après le lancement des études. Donc là, c'est une phase qui est assez importante, qui a un coût aussi non négligeable pour un porteur de projet. Une étude écologique, aujourd'hui, on est aux environs de 100 000 euros, par exemple. Et donc, on va y avoir études écologiques, études acoustiques, études paysagères. Il va y avoir des études de danger également, potentiellement des études de gisement de vent si on veut affiner la ressource, la pose d'un mât de mesure pour l'écoute des chauves-souris, etc. Donc tout ça, ça permettra d'alimenter ensuite l'étude d'impact. Si tu peux passer à la slide suivante. On vous a remis une frise sur le développement d'un parc.
Donc, globalement, à T0, c'est ce on fait la grande analyse, on va dire, du début de l'entonnoir. Le début de la concertation, c'est les premiers contacts avec les élus. Et ensuite, on va aller sur un cycle d'expertise. Globalement, les expertises, c'est à peu près 18 mois, entre le moment où on lance l'étude écologique et le moment où on va déposer le dossier de demande d'autorisation. Ensuite, on va partir sur la phase d'enquête publique et de concertation officielle, après instruction des services. Et on est sur des temps qui peuvent varier selon voilà, la nature du dossier, la nature des compléments que doit apporter le porteur de projet et également potentiellement les services de l'État qui, comme vous le savez, hein, pour travailler régulièrement avec eux, sont en grande majorité débordés, malheureusement pour eux. Et donc, on a des temps d'instruction qui peuvent varier. C'est indépendant de notre volonté, mais c'est aussi indépendant de la volonté des services de l'État pour le coup. Globalement, si tout se passe bien, on juge qu'un projet éolien sort à peu près entre 7 et 8 ans. C'est-à-dire entre le moment où on a l'identification du site et le moment où on va mettre le premier électron sur le réseau, on compte entre 7 et 8 ans s'il n'y a pas eu de recours sur l'autorisation et si on n'a pas eu de problème de raccordement. Parce que le raccordement peut aussi engendrer des temps relativement longs derrière au moment de la construction. C'est 3 à 50 plus qu'en Europe, en moyenne. On parle beaucoup aujourd'hui de projection 2035 voire 2040. Les parcs éoliens qui aujourd'hui commencent à être pensés, où les phases de prospection débutent, ne seront actifs au mieux qu'en 2033 ou 2035. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Ce qu'on prépare aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on aura dans quasiment 10 ans. Globalement, c'est ce que je disais, hein, il faut quand même un petit peu de temps pour avoir les autorisations, ce qui est logique, hein, c'est à la fois par la structure des dossiers, mais aussi du temps à passer dessus. On a des contraintes territoriales, on a parlé dans les questions. Typiquement, la contrainte militaire peut être amenée à évoluer aussi en cours de développement du projet. Donc, ça peut aussi modifier l'implantation du parc. Ça peut aussi empêcher un parc qui était presque prêt à revoir toute son implantation, voire même sa possibilité d'exister. Enfin, il y a, on va dire, des rebondissements dans la vie d'un projet éolien, ce qui fait que ça allonge également le temps. On a globalement, donc ça c'était pour la partie, on va dire, jusqu'à la construction. Et une fois qu'on est en construction, on prend en compte des contraintes sur la production du parc, à la fois les bridages chirologiques et acoustiques. Si on fait des modifications, si c'est substantiel, enfin, dans tous les cas, il faut une autorisation. Mais si c'est vraiment substantiel, par exemple pour un renouvellement de parc, ce qui commence à être le cas en Bretagne, hein, il y a des dossiers qui sont à refaire, etc. On est sur globalement on va dire une technologie évolutive. On voit, le marché est très changeant sur les turbiniers. On est aussi sur des nouveautés. Typiquement, le renouvellement, c'est assez récent en France, donc le droit s'adapte et les services d'État aussi. Voilà, tout est amené à évoluer. Et enfin, la grosse contrainte qu'on a pu avoir sur les 2 dernières années, c'est la contrainte que tout le monde a eue à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, c'est l'augmentation des coûts puisque typiquement, on a subi de plein fouet à la fois la hausse des coûts des matières premières, mais aussi la hausse des taux d'intérêt. Parce que globalement, hein, un parc éolien, si tu passes à la slide suivante, c'est un investissement qui est quand même assez conséquent. Si on synthétise et on divise, l'investissement est très à risque jusqu'à l'arrêté préfectoral, puisque tant que vous n'avez pas d'arrêté préfectoral, vous n'avez pas de possibilité ou une visibilité sur une potentielle production validée. Globalement, un développeur va dépenser entre 300 à 600 000 euros. Entre le moment où il va commencer à prospecter sur le site jusqu'au moment où il aura l'autorisation préfectorale. Quand vous avez l'autorisation préfectorale, le projet commence à avoir beaucoup plus de valeur, puisqu'il y a une autorisation qui est liée à ce projet-là. Et une fois que l'ensemble des recours sont purgés,
qui peut arriver rapidement ou à plus long terme, là, la valeur augmente d'autant plus. On parle globalement d'un coût de 1,5 à 2 millions d'euros par mégawatt installé, ce qui est quand même conséquent. Je faisais référence au taux des crédits bancaires qui augmentent fortement. Vous pouvez imaginer que même 1% sur 25 millions, ça fait quand même une grosse enveloppe à la fin qu'il faut être capable aussi d'absorber dans le business plan du projet. Et là, on va pouvoir, alors, soit on répond maintenant aux questions sur les radars, soit on fait les idées reçues. Je pense qu'on va faire les idées reçues, ça vous permettra d'avoir les infos, même si probablement vous connaissez ou vous allez connaître l'ensemble des éléments. Il y a des guides qui existent. Donc, tout à gauche, c'est le guide de l'ADEME. C'est un petit livret, c'est l'éolien en 10 questions. Ça s'appelait l'éolien en 10 questions. Maintenant, c'est le défi éolien en 10 questions. Il est disponible sur le site de l'ADEME. Il est imprimable gratuitement. Vous pouvez le télécharger soit pour vous, soit vous faire livrer jusqu'à 500 exemplaires par commande de mémoire. C'est très pratique. Si vous avez des élus qui sont intéressés ou des services, n'hésitez pas à faire la commande sur le site de l'ADEME. C'est très très bien. Vous avez le MTE qui a fait son vrai faux il y a 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, au milieu. Idem, support extrêmement didactique. Et enfin, il y a France Énergie Éolienne, donc France Renouvelable maintenant, on change les logos, qui a réalisé un guide sur les points de repère de l'énergie éolienne. Il y a également sur le site de France Renouvelable des infographies sur le cycle de vie d'un projet, le cycle de concertation, etc. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de données qui sont de sources sûres, soit de sources plutôt étatiques ou de sources plutôt fédération, que ce soit France Énergie Éolienne ou le CER, le syndicat des énergies renouvelables, qui peuvent vous permettre d'avoir vraiment l'information la plus nette et la plus basique aussi pour pouvoir répondre globalement à une grande partie des questions qui pourraient vous être posées. C'est assez bien Et fait. du coup, donc il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. On a essayé de faire un focus là sur trois idées reçues en particulier. Que du coup, je vous mets au défi de tenir 10 minutes sur ça, et comme ça, on aura le temps pour quelques questions-réponses. Ce qu'on peut faire, c'est comme vous allez avoir le PowerPoint, vous pourrez tout lire. Mais globalement, pour être assez rapide sur les impacts environnementaux, voilà, on l'a dit, il y a énormément d'études qui sont faites avec des bureaux d'études spécialisés, donc ce sont des experts. Il y a les services de l'État aussi qui ont des équipes spécialisées et qui émettent un avis sur le dossier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a en impact des éoliennes sur avifaune et chauve-souris, globalement, parce que c'est à peu près ces champs-là qui vont être les plus impactés, une mortalité qui est bien plus faible que bon nombre des autres activités. Vous voyez le graphique, hein, l'agriculture, c'est 170 millions d'individus tués par an en Allemagne pour les oiseaux, alors que l'éolien, c'est 0,1, si je ne me trompe pas, de couleur. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Ce qu'il faut retenir, c'est globalement une éolienne par an, ça va être entre 5 et 10 cas de mortalité, oiseaux et chauves-souris additionnés. On va avoir des parcs qui vont être plus mortifères que d'autres. Ça, c'est sûr. Faut pas se le cacher non plus. Beaucoup d'anciens parcs qui ne bénéficiaient pas de bridage, par exemple, de bridage chiroptérologique, des parcs qui ont été construits au début des années 2010, avant le passage en ICPE ou juste à la limite, avec peut-être certaines lacunes hein, au niveau des études. Mais aujourd'hui, ils ont une obligation de faire leur suivi en cours d'exploitation et les services de l'État ne tendent pas en fait la fin du parc pour les mettre en conformité. Il y a beaucoup de parcs éoliens qui aujourd'hui ont dû rajouter des bridages chiroptérologiques sur des parcs qui sont en exploitation depuis 8, 10 ans, 15 ans, pour des raisons de préservation de ces espèces-là.
Sur les espèces de chauves-souris plus ou moins concernées, ça va vraiment dépendre en fait de la typologie du site, de la présence ou non de gîtes à proximité, proche ou éloignée, et aussi de la position du parc par rapport, on va dire, aux grandes voies de migration. C'est pour ça hein, que les études d'impact, notamment l'étude écologique, durent un an. Ça nous permet de couvrir l'ensemble du cycle biologique des espèces pour évaluer en fait si vous allez avoir plus de migration au printemps sur ce site-là ou plus en post-nuptial à partir de mi-août. Et ensuite, on va pouvoir affiner les processus de bridage phase par phase pour être plus en adéquation en fait avec la protection de l'environnement, puisque on souhaite faire de l'énergie renouvelable, mais on souhaite le faire de façon la plus efficiente possible, à la fois pour les hommes, puisqu'on va y venir après, il y a la question des impacts potentiellement sanitaires, et aussi pour l'environnement dans son ensemble. On parlait des impacts sanitaires. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'éolien. On entend beaucoup de choses sur le bruit des éoliennes. Effectivement, quand vous êtes au pied d'une éolienne, ça fait du bruit. Ça, on va pas le nier. Quand vous êtes à 500 mètres, ça fait aussi du bruit. Mais ce bruit, en fait, correspond à peu près, on dit, entre une chambre à coucher la nuit et un frigidaire. L'air frigo, c'est une marque. Globalement, on est autour de 35 décibels à 500 mètres, puisque c'est les seuils réglementaires. L'étude acoustique qui est faite lors de la phase d'étude a pour objectif d'analyser le bruit existant et de modéliser potentiellement le bruit des éoliennes sur les habitations les plus proches, ce qu'on appelle les zones d'émergence réglementaire, pour être le plus fin possible. Et ensuite, au moment de la construction du parc, un plan de bridage va être appliqué selon le gisement de vent, selon la vitesse du vent, sa direction, pour minimiser les impacts potentiels auprès des habitations. Et il faut noter qu'il y a une réception acoustique obligatoire dans l'année qui suit la mise en service du parc. C'est-à-dire que les modélisations valent ce qu'elles valent, hein, elles sont de plus en plus pointues et affinées, mais tant qu'on n'est pas en in situ et en phase d'opération, voilà, on ne sait pas concrètement, enfin, on a une vision à 99% de ce qui va se passer, mais le 1% restant, on va venir le vérifier justement avec cette réception acoustique dans l'année de mise en service. Et après, étant donné que tous ces rapports sont transmis à l'inspection par l'inspecteur ICPE, donc qui gère l'instruction et la supervision des parcs en exploitation, il y a une mise en conformité du bridage pour respecter les seuils français, qui sont les seuils les plus restrictifs d'Europe sur l'acoustique. Et sur le coût de l'éolien, et là je vais aller très vite parce qu'Antoine en a déjà parlé, la ministre en a reparlé également sur envoyé spécial sur France 2 jeudi dernier quand ça parlait éolien offshore, mais pas que. On est sur l'énergie aujourd'hui qui est la plus compétitive. En terrestre, on est à 76 € du mégawattheure. Ça va peut-être un petit peu augmenter avec l'effet globalement de l'inflation, mais on reste quand même bien en dessous de ce qui est potentiellement projeté sur le niveau nucléaire. Voilà. Bon, et c'est des coûts qui doivent se tenir et qui auront même tendance à baisser au fur et à mesure des années. Il y a la Cour des comptes qui a sorti un rapport aussi hier sur le soutien à l'éolien et sur la filière éolienne en France. Et elle rappelle également que l'éolien, c'est une des énergies les moins chères. Eh bien, merci pour votre intervention à tous les deux et bravo pour le défi relevé en termes de timing. Et on a Julien, je déjà crois des qu'il questions. restait juste une slide sur pardon. l'idée reçue, une idée reçue encore, je crois. Oui, Ah bien oui, vu. sur le recyclage, effectivement. On a souvent On a souvent C'est la vrai. question. à débunker. Sur le recyclage, il y a deux choses. Non, on n'enfouit pas les pales. Bon, pas en France, c'est interdit en tous les cas. Aujourd'hui, la loi oblige à avoir plus de 90% de recyclabilité d'un parc quand il est démantelé. On a des fabricants de pales qui viennent de sortir des nouvelles résines qui permettent d'être mieux dépolymérisées
pour être mieux recyclés, puisqu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est la résine et la fibre de verre des pales. Voilà. Et il faut savoir qu'on enlève tout le socle en béton, combien même, on vous diront que c'est pas vrai. Ils ont tort, puisque c'est une obligation réglementaire. On le voit, hein, sur les parcs qui ont été renouvelés en Bretagne, on a eu, voilà, tout a été enlevé, et ça s'est très bien passé, puisque sur les 3 derniers, je crois que c'est les 3 derniers parcs, l'ensemble des éoliennes ont été revendues sur le marché d'occasion pour des pays, pour d'autres pays, Turquie et Irlande, et je crois même Ukraine, de mémoire. Alors, il y a 2 Ok. questions. Et voilà. Et alors, sur le démantèlement, oui, il y a des très bons petits films qui ont été faits. Bon, on pourrait cliquer dessus. C'est 3 adhérents de FAI, enfin de France Renouvelable, qui ont fait ça en Bretagne. Pour répondre rapidement à la question sur le coût du nucléaire, non, les déchets, ça n'a pas pris en compte ni le démantèlement. Voilà. Donc, on ne sait pas combien ça coûtera en parallèle. Et sur le changement de gestionnaire, en fait, vous pouvez vendre un parc éolien, vous vendez aussi l'ensemble des droits, que ce soit les droits fonciers, mais aussi les droits d'exploitation. Et les droits d'exploitation impliquent une remise en état totale du site au départ du pétitionnaire. Donc, en gros, c'est respecté, et ça n'est jamais arrivé que une société, enfin, une société qui porte un projet fasse faillite et ne consente pas à ses obligations. Et puis on a aussi l'obligation de provisionner des garanties financières pour le démantèlement. C'est une obligation réglementaire. On peut revenir sur la question initiale pour quelques précisions sur les contraintes armées et radars. Sont-elles pas un peu surévaluées? Ne peuvent-elles pas être assouplies? Vaste sujet, comme je disais. Globalement, voilà, si on prend les radars, par exemple, l'armée a fait une circulaire, ça s'appelle la 1050, il y a 3 ans maintenant, qui a changé les modes de correspondance entre éoliennes et radars, ce qui a impliqué de grandes questions. Il y avait quand même beaucoup de parcs qui ont été très impactés. Du coup, il y a des discussions qu'on repris avec l'armée et la filière et le ministère, on va dire depuis l'été. L'idée, c'est d'essayer de trouver soit des radars de compensation, mais ça coûte très cher, donc il faut quand même un bon nombre de parcs éoliens qui puissent le subventionner. Mais ça va évoluer, mais c'est très lent, puisque c'est l'armée, et on touche aussi ici à des questions de sécurité nationale qui, pour le coup, avec le contexte actuel, qui ne nous aura pas échappé malheureusement, voilà, c'est un peu un précaré qui est compliqué à aller modifier. Ça travaille, mais on n'est pas sur une très grande souplesse sur ces contraintes-là. On aurait peut-être un peu plus de souplesse sur tout ce qui est couloir de vol. Donc en Bretagne, on va être sur le RTBA. Donc c'est des réseaux de très basse altitude. Il y a les SETBA aussi, qui sont les secteurs d'entraînement très basse altitude. Ça aggrave énormément la taille potentielle des éoliennes. Et sur ces couloirs de vol, on a peut-être un peu plus de marge. Mais encore une fois, il y a des questions de sécurité nationale. C'est des discussions qui se font sur le long terme. On en discute avec les services régionaux. On en discute aussi avec les élus qu'on voit régulièrement. On est sur du long terme. On est obligé de prendre en compte la contrainte maximale aujourd'hui quand on développe un parc éolien, parce qu'on ne sait pas si cette contrainte-là va être assouplie et ou levée à 5 ou 10 ans. Donc, typiquement, si sur une zone où on ne peut pas mettre des éoliennes de plus de 150 mètres pour des raisons d'intervisibilité de radar et ou le passage d'aéronefs au-dessus, voilà, on va développer le parc comme ça. On va peut-être être autorisé, on va dire, mettons en 2026, mais peut-être que l'armée en 2027 va dire, en fait, des avions, on peut les faire passer un peu plus haut, donc vous auriez pu mettre des éoliennes de 200 mètres ou 280. Ou à l'inverse, l'armée peut très bien nous dire, en fait, vous ne construisez pas votre parc puisqu'on va descendre le plafond. On est sur des réglementations qui sont un peu mouvantes avec l'armée, mais c'est compliqué, pour résumer. Il y avait une autre question sur y a-t-il des oppositions sur les effets stroboscopiques et est-ce qu'il y a des études sur cet effet?
Sur les effets stroboscopiques, alors c'est pas des effets stroboscopiques pour le coup, ça s'appelle pas comme ça. Globalement, on a une réglementation qui s'applique, c'est la réglementation si l'éolienne est à moins de 250 mètres de bureau. Donc là, il y aura obligatoirement une étude qui va être faite sur ce qu'on appelle les ombres portées. Aujourd'hui, à ma connaissance, il doit y avoir 2 ou 3 cas sur l'ensemble du parc éolien français qui ont pu poser des soucis, mais c'est vraiment très localisé sur certaines habitations. Généralement, quand les développeurs éoliens voient qu'il y a potentiellement un souci, ils vont anticiper, ils vont essayer de trouver des solutions pour faire en sorte de minimiser la gêne. Et pour juste compléter un tout petit peu, souvent le sujet qu'on peut avoir sur les ombres, c'est quand même assez limité dans le temps, dans l'année, parce que ça va être surtout quand le soleil est bas et plutôt du coup en hiver, là où les ombres vont porter plus loin. Donc voilà, ça reste, c'est un sujet qui finalement est très très ponctuel et qui peut effectivement être étudié. Ouais. Je vais se répondre sur l'armée. Oui. Alors, j'essaye de prendre dans l'ordre et puis hésite pas, Julien, si tu en vois certaines qui restent, qui passent à la trappe. La question sur l'utilité que les élus locaux discutent avec l'armée, je pense que, comme on disait tout à l'heure, les discussions avec l'armée, c'est compliqué, c'est long, ça fait des années qu'on dit que certains assouplissements pourraient permettre d'avoir du potentiel dans certains secteurs. Et ça met du temps à bouger. Après, ça reste un axe intéressant, donc je pense que si c'est porté par la filière et par des élus, ça aura plus de poids que si c'est la filière seule. Donc, je pense que ça peut quand même être intéressant que les élus puissent pousser ces sujets-là. Pour autant, voilà, il ne faut pas non plus en attendre trop des miracles du jour au lendemain. Et sur les questions sur les radars météo, on peut avoir aujourd'hui une certaine souplesse dans le sens où il peut y avoir des radars de compensation, mais là aussi il y a des questions de coûts et donc il faut qu'il y ait un potentiel suffisant pour finalement que ce soit valable. Donc c'est des choses qui peuvent se regarder éventuellement avec plusieurs développeurs qui ont plusieurs projets dans le même secteur. Pour le coup, si on prend spécifiquement le radar météo, il y a des dispositions qui sont en cours de discussion aujourd'hui avec globalement la possibilité d'avoir un radar de compensation si à minima il y a de mémoire, je crois que c'est 50 ou 55 mégawatts Mm. enfin, sous ce nouveau radar de compensation. Qui pour le coup en Bretagne, ça fait quand même beaucoup de parcs, ça fait beaucoup de zones. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué de trouver ces compensations en Bretagne que sur d'autres secteurs où ça va être potentiellement plus facile. Euh, et du coup, quelle puissance c'est sur le parc de Saint-Brieuc? Alors, j'ai plus la puissance en tête, mais ça va être à peu près 9% de la production électrique bretonne, enfin besoin, et c'est 800, soit l'équivalent de population, c'est 865 000 personnes, je crois. J'ai plus le chiffre en tête, je pourrais vous le retrouver. Après, ils ont un site, hein, Elmarine, où il y a toutes les infos. Plus de projets se tourner vers les parcs marins. Il y a encore des possibilités à terre, puisque sur les 4%, il y a, comme on le disait, il y a quand même beaucoup de contraintes sur lesquelles on peut travailler et ou optimiser les parcs. On a aussi des technologies qui évoluent, tant en termes de hauteur de machine que en termes d'efficience de productible. Mais effectivement, le repowering, ça va être une des clés pour atteindre les objectifs, mais ça ne permettra, si les contraintes restent en l'état, qu'une faible augmentation en fait, du potentiel. Aujourd'hui, le secteur onshore, donc terrestre, est très dynamique. Le secteur offshore aussi, mais l'offshore, c'est pas. Merci Julien pour le précision. Le secteur offshore, même s'il y a beaucoup d'appels d'offres qui vont être lancés, c'est quand même du temps long. On s'attend typiquement, si on prend l'AO5, donc Bretagne Sud, qui a quand même pris quasiment un an en un an de calendrier, devrait, au meilleur des cas, pouvoir injecter sur le réseau 2030, voire 2032. Donc là, aujourd'hui, les offres ont été remises, le temps que le consortium soit choisi, que
ça se développe, etc. On n'est pas sur une mise en service avant 2030 probablement, voire un peu plus tard. Et donc, s'il y a d'autres appels d'offres à venir derrière, ce sera sur la même... c'est cyclique, quoi, pour le coup. Et pour répondre un peu de façon complémentaire, en fait, quand on regarde le SRADET en vigueur en Bretagne, quand on regarde la PPE au niveau national et la PPE à venir qui va être régionalisée, en fait, on se rend compte que pour finalement atteindre les objectifs pour aller vers la neutralité carbone, on va avoir besoin des deux. On va avoir besoin à la fois de l'offshore, du onshore, du photovoltaïque et que finalement il faut trouver les solutions pour qu'on puisse développer toutes ces énergies. Je vois pas d'autres questions sur le sujet. Il y avait une question en tout début là sur le changement de nom entre FEE et France Renouvelable. Peut-être t'en as dit quelques mots Antoine, mais est-ce que ça change quelque chose dans le fond, dans vos activités et dans les stratégies? Enfin, Euh, j'ai envie de dire oui et non. Alors non, ça change pas grand-chose dans le sens où, en fait, parmi les adhérents historiques de France Énergie Éolienne et aujourd'hui France Renouvelable, beaucoup d'acteurs font à la fois de l'éolien, du photovoltaïque, voire travaillent sur des projets de stockage. Donc il y a déjà une réalité parmi les adhérents qui est qu'on ne travaille pas que sur de l'éolien, mais qu'on a une vision plus large. Et ensuite, oui, ça va changer dans le sens où l'idée, c'est d'avoir un positionnement plus large et d'être en capacité de parler système électrique dans son ensemble, donc à la fois éolien, à la fois photovoltaïque, stockage, service réseau, pour finalement avoir cette vue d'ensemble et du coup être positionné sur un champ plus large, mais qui, encore une fois, correspond déjà à une réalité parmi les adhérents sur le terrain. alors, il y a une question sur le stockage. Pouvez-vous dire du ensemble des solutions? Aujourd'hui, le stockage il est un peu assez prémisse, enfin, prémisse plus, on va dire. Ça a commencé la filière avec des petits centres de stockage au pied des parcs existants, enfin de certains parcs, surtout des parcs qui arrivaient en fin de vie avec une visibilité un peu sur, d'un point de vue pécunier, plus sur la R&D que sur un, un système commercial. Et là, on voit bon nombre d'acteurs du stockage qui commencent à penser des projets de grande ampleur pour vraiment stocker l'énergie renouvelable de façon assez importante pour pouvoir remettre sur le réseau avec une visibilité, on va dire, commerciale des électrons en fait. Au moment où on va avoir peut-être des creux sur la production électrique et ou des creux sur le solaire. Ce qu'on voit beaucoup, c'est un couplage solaire-batterie qui est assez simple, hein. Le solaire, c'est vraiment une courbe que vous avez dans la journée et vous pouvez facilement on va dire, piloter solaire et batterie. L'éolien, c'est un peu plus complexe, mais avec les outils qu'on a maintenant, on arrive à bien piloter et bien prévoir la production éolienne. Donc, voilà. D'ici probablement 3 à 4 ans, on va avoir une explosion des sites de stockage. RTE le disait aussi dans ses projections 2050, le stockage, c'est une pierre angulaire du système électrique. Aujourd'hui, pour pallier à une certaine variabilité des ENR, notamment solaire et éolien, sachant que globalement, le stockage historique, c'est le stockage hydraulique, hein, avec les barrages qu'on connaît tous. Ok, et ben on arrive au bout du temps. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc voilà, on va pouvoir clore ce deuxième webinaire. Le prochain rendez-vous sera le 16 novembre. On aura un format similaire pour la présentation de la filière solaire avec donc Elie Ballester de Atlansen
qui nous donnera les infos sur l'organisation de la filière, les enjeux, et sur le même format, discuter un petit peu des on-dit, du vrai, du faux sur cette technologie. Vous aurez les supports, il y aura le replay. S'il y a des questions suite à ce webinaire sur la filière éolienne ou plus globalement sur le sujet des générateurs, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et puis voilà, il me reste juste à remercier Jérémy et Antoine pour leur intervention et à vous remercier de votre participation.